Place aux questions à présent, vos questions qui sont attendues jusqu'à 20h30 pour que nos experts puissent y répondre en direct. Je vous rappelle l'adresse mail questions@débatpublic-cigeo.org ou par SMS avec comme mot-clé débat au singulier sans accent. Vos réactions sont aussi attendues sur Twitter avec comme hashtag CIGEO. La première question, elle vient de Rémi Fassol. Pouvez-vous expliquer quels moyens de transport vont être utilisés ? Fabrice Boissier. Alors, je vais peut-être répondre à cette question avec les 3 catégories de transport que j'ai citées tout à l'heure. D'abord, la question des colis de déchets. Donc, si CIGEO est autorisé, il pourrait commencer à recevoir des déchets à partir de 2025, si le calendrier est celui que nous avons pour l'instant comme calendrier prévisionnel. Et ces transports dureraient pendant une centaine d'années, le temps de l'exploitation de CIGEO. Ce qui est privilégié, c'est un transport par voie ferroviaire, puisque ces colis de déchets proviennent pour leur quasi-totalité de 3 sites en France, le site de La Hague en Normandie, le site de Marcoule et le site de Cadarache dans la vallée du Rhône, et que pour ces 3 sites, il y a possibilité d'un embranchement ferroviaire d'aller mettre les colis sur des trains. Alors justement, on nous demande beaucoup de précisions. Claude Évrard de Chaumont nous demande le transport des déchets, notamment par voie ferrée. Quel itinéraire ? Qu'en est-il, nous demande Alain Lambourg, de la réouverture totale de la ligne SNCF-RFF, Ligny-Gondrecourt et au-delà ? Donc on a aussi des questions très précises. Alors, l'itinéraire intéresse beaucoup les riverains. Donc il y a une question d'itinéraire au niveau national. On pourrait revenir après peut-être avec Areva qui est l'expéditeur de ces colis, puisque je rappelle que le transport des déchets se fait sous la responsabilité de l'expéditeur et que l'Andra réceptionnera les colis à leur arrivée. Et puis une question très locale qui se pose, c'est par où vont arriver les trains ? Est-ce qu'ils vont arriver jusqu'à CIGEO ? Et donc là, l'Andra a travaillé avec l'État et les collectivités dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire que j'évoquais tout à l'heure. Et nous avons identifié 3 scénarios possibles. Un premier scénario d'arrivée des trains par la vallée de la Marne. Et donc là, les colis seraient déchargés et montés par camion jusqu'au plateau de CIGEO. Donc c'est l'ouest du site de CIGEO. Un deuxième scénario par la vallée de l'Ornain. Donc c'est la voie ferrée qu'évoquait votre auditeur tout à l'heure. Ligny-Gondrecourt. Ligny-Gondrecourt, avec encore un terminal ferroviaire sur la vallée de l'Ornain et ensuite une montée en camion. Et un troisième scénario qui serait de prolonger cette voie ferrée de la vallée de l'Ornain jusqu'à CIGEO, donc construire une quinzaine de kilomètres de voie ferrée afin de ne pas avoir de rupture de charge. C'est-à-dire ne pas avoir à mettre les colis d'un train sur un camion. Alors ce dernier scénario, il est techniquement effectivement favorable puisqu'il simplifie les flux, mais on sait très bien qu'on sait aussi gérer des situations avec une rupture de charge et un passage sur camion. Peut-être que Areva pourra compléter ce point-là. Ce que j'ai lu, moi, dans les cahiers d'acteurs du site du débat public, c'est que la solution d'un prolongement de la voie ferrée retenait la faveur, enfin, il y a beaucoup d'expressions en faveur de cette solution-là, donc qui est sans doute une suite du débat public à prendre en compte. Donc Jean-Michel Romary, un petit complément pour Areva. Peut-être pour compléter ce que dit M. Boissier, les transports en fait, de colis seront assez similaires à ce qu'on pratique aujourd'hui lorsqu'on transporte du combustible usé ou quand on fait des retours de déchets vers les pays étrangers en provenance de La Hague. Ce sont des transports qui utiliseront majoritairement la voie ferrée, comme on l'a dit, pour des raisons de taille d'emballage, pour des raisons donc de masse, pour des raisons de structure, on va dire, des routes notamment qui sont peut-être un peu moins adaptées pour ces transports-là, jusqu'à l'approche de CIGEO, où là, il faudra effectivement faire un choix entre ce qu'on a appelé une rupture de charge, qu'on sait faire. On sait transférer du camion vers la voie ferrée ou vers le train plutôt, ou du train vers le camion. C'est ce qu'on fait couramment sur le terminal ferroviaire de Valogne à côté de La Hague. Donc la première option, ou une option où on irait jusqu'à effectivement CIGEO par une voie ferrée. Donc, qui reste à construire. Qui reste à construire. En tout cas, pour simplifier, on va dire, l'approche, c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui et on ne va pas réinventer des choses dans le cadre de CIGEO. Guillaume Lavette, notre géographe, voulait intervenir. Oui, je me permets de demander la parole parce que je trouve que M. Boissier et M. Romary donnent une vision idyllique des choses. D'abord, CIGEO, ça va être quoi ? 10 000 m3 de HA, haute activité, 70 000 m3 de moyenne activité. En l'occurrence, aujourd'hui, l'expérience prouve que les déchets de moyenne activité sont transportés par la route. Si on suit les proportions que je viens de vous présenter, l'essentiel du trafic devrait être acheminé par la route. Aujourd'hui, on a plus de 2000 camions qui arrivent par an sur les 2 autres sites de l'Andra, à Soulaines et Morvilliers. Et par ailleurs,
ce qui m'étonne dans les déclarations des deux intervenants, c'est que tous les déchets qui devraient être stockés à Cigéo ne sont pas conditionnés. Prenons l'exemple des vieux réacteurs graphite qui sont sur la Loire. Le défi est immense. Il s'agit de conditionner des milliers de tonnes de graphite pour ensuite les transporter, sachant que là, les transports seront confrontés à des ruptures de charge très probablement. Prenons l'exemple de la centrale de Chinon. Il va falloir vider des silos, démonter des éléments qui appartenaient à des vieux réacteurs, leur faire traverser la Loire, les mettre sur des trains, à moins qu'ils soient acheminés par la route. Il faut imaginer ces flux de matières radioactives qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir que chaque année, il y a à peu près 11 000 transports pour le cycle nucléaire. Et avec Cigéo, on va avoir une inflation considérable, exposant notamment les cheminots représentés ce soir par M. Guiter, mettant en péril des populations, puisque malheureusement, l'expérience prouve qu'il y a fréquemment des accidents de transport. Je vous renvoie à des rapports de l'ASN ou de l'IRSN. Alors, on va parler forcément de la sécurité de ces convois. Jean-Pierre Laflotte de Ligny-en-Barrois nous dit comment et par où les déchets seront-ils transportés de façon très sécurisante pour la population ? Une question qui rejoint celle de Laurine Deroy. Comment se déroule le transport des déchets ? Est-il suffisamment sécurisé ? Que se passera-t-il si le camion entre en collision avec un autre véhicule ? Fabrice Boistier, vous voulez répondre tout questions d'abord ? de sécurité, pour lesquelles je laisserai peut-être parler les autres intervenants. Je voudrais détromper M. Blavette sur la question du moyen d'acheminement. Aujourd'hui, sur les centres de l'Aube, effectivement, c'est le transport par route qui est privilégié pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Pourquoi ? Parce que ces déchets, ils proviennent d'une multitude d'endroits en France qui n'ont pas forcément les moyens en petite quantité à chaque fois, et donc constituer des trains, c'est très compliqué. Par contre, pour Cigéo, la situation va être complètement et qui présente un moins grand caractère de dangerosité. Alors, qui sont des déchets moins dangereux, effectivement, parce que c'est des faibles et moyennes activités à vie courte. Pour Cigéo, les déchets à stocker, ils sont dans leur quasi-totalité à La Hague, à Marcoule, à Cadarache, donc à 3 endroits qui ont toutes les 3 les moyens d'avoir un embranchement ferroviaire, que ce soit pour des déchets de moyenne activité ou de haute activité. Donc on n'est pas du tout dans la même situation, et là-dessus, la logique industrielle comme la logique environnementale, puisque le transport par route génère des nuisances, c'est bien d'acheminer ces colis par voie ferrée, c'est ce qui est écrit dans le projet, c'est ce qui a été retenu par l'ensemble des acteurs. Est-ce que vous vouliez intervenir là-dessus aussi, Jean-Michel Romary pour Areva ? Oui, donc, pour compléter ce que dit M. Boissier, effectivement, les principaux sites expéditeurs sont proches ou connectés à une voie ferrée. Donc, le voie privilégiée pour l'expédition jusqu'à proximité de Cigéo, c'est bien la voie ferrée. Pour faire part de notre expérience actuelle, on a au sein d'Areva plus de 50 ans d'expérience de transport de matières radioactives ou de substances radioactives, 50 ans pendant lesquels on n'a jamais eu un seul accident avec impact radiologique. Il y a eu des accidents, on va dire, conventionnels, mais en tout cas, jamais d'accident avec impact radiologique. Pour donner un chiffre peut-être et fixer les idées de tout à chacun, on a aujourd'hui, à peu près en termes d'expédition, un train par semaine au terminal de Valognes. Dans le futur, on imagine, pour Cigéo, plutôt 2 trains par semaine. Donc c'est tout à fait dans le même ordre de grandeur. On ne démultiplie pas énormément tous ces transports-là. C'est une fois de plus une expérience dont nous bénéficions aujourd'hui dans des emballages qui ont été conçus pour ça, qui permettent de répondre à toutes les exigences les plus extrêmes en termes de sécurité, aussi bien en conditions normales qu'en conditions accidentelles. Une question de Jean Coudry, CFE-CGC de Saint-Dizier. Le transport des déchets radioactifs est déjà pratiqué depuis de nombreuses années par route et par rail entre les centrales nucléaires, les centres de retraitement et de reconditionnement pour les HAVL dont on parlait, le retour vers les pays étrangers ayant fait retraiter leur combustible à La Hague. Les transports et les réglementations sont donc connus. En quoi l'exploitation de Cigéo est-elle différente en dehors d'une nouvelle destination et d'un nombre de transports plus important ? Peut-être qu'on pourrait poser aussi la question à M. Guiter de Sudrail, qui est un spécialiste donc des transports de matières dangereuses. Et pas forcément seulement radioactives, de toutes les matières dangereuses.
Voilà. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, qui est une forme que je trouve bizarre de débat public, puisqu'on est entre nous, mais c'est comme ça s'est dit, c'est qu'on ne parle pas de l'exposition des gens, en fait. Parce qu'aujourd'hui, malgré ce que peuvent dire Monsieur Romery ou peut-être Monsieur Lebars de l'IRSN, les transports de matières radioactives exposent, dans les limites des normes, mais exposent autant les usagers que les cheminots à une irradiation qui rentre dans les normes, certes. Nous, ce qu'on demande déjà dans un premier temps, c'est qu'on réfléchisse à ça. Parce que là, avec CIGEO, on est en train de rajouter quasiment la moitié des trains en termes de masse de convois supplémentaires. Pourquoi ? Pour vider seulement, pour vider la Hague. On a déjà donc un site qui est industrialisé à bloc et qui est contaminé, et on va donc, pour le vider, créer un deuxième site CIGEO, alors qu'effectivement, en termes d'économie et de grands travaux, ça, à la limite, on ne peut pas aller contre. Mais uniquement de vider ça. Donc on va surexposer tout le monde à ces convois-là. On va parler des accidents tout à l'heure et de ce qui va se passer en cas d'accident, mais en termes d'exposition des cheminots et des usagers, il faudrait quand même à un moment donné aborder le problème. Il faut aborder aussi le problème des normes. Nous considérons qu'aujourd'hui les normes publiques sont trop élevées. Ça nous fait penser en termes de syndicalisme à ce qui s'est passé avec l'amiante. Tout le monde savait que l'amiante était dangereuse. Et bien, si ça se trouve, dans 50 ans, on sait aujourd'hui, en termes d'exposition, que les gens ne réagissent pas de la même façon à une exposition. Aujourd'hui, la norme est ce qu'elle est. Mais nous, on voudrait une norme plus précise en termes d'exposition en une seule fois, en termes d'exposition en plusieurs fois. Aujourd'hui, il faut savoir que les cheminots, il y a une infime partie qui sont suivis, et uniquement ceux qui travaillent sur les terminaux ferroviaires, des embranchements sur les centrales ou à La Hague, enfin à Valognes. Après, en termes de débat, effectivement, pour avoir été à Valognes, c'est quand même une sacrée folie, le passage du train au camion. Cette folie-là, on l'a faite à Valognes. Franchement, je pense qu'il ne faut pas réitérer les expériences comme ça. C'est une folie économique. C'est une folie en termes de dangerosité. Donc voilà. Vous dites que c'est une folie économique, on peut comprendre. Une folie en termes de dangerosité, pourquoi il y a eu beaucoup plus d'accidents ? Non, mais c'est pas en termes. C'est dans la conception. Non, voilà, c'est ça dans la folie. conception. C'est très très lourd, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il est fort probable que ce soit ce genre de terminal qui soit construit pour CIGEO. Donc voilà, on sait en termes. C'est encore la condamnation d'un périmètre en plus. Enfin voilà, faut pas. C'est pas anodin tout ça. Igor Lebars, pour l'IRSN, vous voulez répondre à cette question ? Moi, je vais répondre d'un point de vue, je dirais, réglementaire et la radioprotection. Aujourd'hui, la radioprotection des transports, donc vous avez une norme qui est une norme internationale pour le public, qui est en gros 1 millisievert. Et vous avez, donc le transport est géré de manière internationale par un règlement qui sort de l'AIEA, donc qui est fait par l'AIEA, qui est un règlement vivant, je dirais, tous les 5 ans. Il est revu et c'est une revue permanente de ce règlement-là qui donne des ordres de grandeur de débit de dose, soit au contact des colis, soit à 2 mètres d'un colis. Ça, je dirais, c'est l'aspect réglementaire. Débit dose, c'est le rayonnement, c'est la quantité de rayonnement que vous avez. Dit, par exemple, à 2 mètres d'un colis, la quantité de rayonnement que vous recevez, pour faire très schématique, c'est 0,1 millisieverts par heure, c'est-à-dire 1/10 de la norme pour le public. À côté de ça, il y a un grand principe en France et qui est extrêmement important, qui s'appelle le principe Alara, qui est un principe qui consiste à dire... as low as reasonably acceptable, c'est-à-dire aussi bas qu'il est permis de l'accepter, ce qui n'est pas très précis quand même. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui ne veut rien dire, oui. Et qui est pourtant un principe extrêmement important qui consiste à dire, c'est pas parce qu'on a une valeur de norme, c'est pas parce qu'on nous a fixé une valeur acceptable qu'il faut aller jusqu'à cette valeur acceptable. Il faut être le plus bas raisonnablement possible et il faut limiter les doses. Ce principe-là, il est pris en compte également dans le transport à travers des programmes de protection radiologique. Les transporteurs doivent faire un certain nombre d'études, notamment de postes, en disant moi, par rapport aux opérations que j'ai à faire, je regarde combien la dose engagée
elle correspond, et de voir s'il faut faire des choses, mettre plus de radioprotection ou des choses comme ça, ou si ça reste acceptable. Donc aujourd'hui, ces plans existent, ils sont faits avec un flux de transport qui est celui actuel. Bien évidemment, si le flux est doublé, ces plans-là seront revus. C'est une évidence, et c'est même une exigence de l'autorité de sûreté nucléaire qui précise que s'il y a une modification des flux, toute cette partie radioprotection doit être revue. Jean-Michel Romary, pour Areva, vous vouliez intervenir aussi sur le sujet. Oui, alors déjà pour relativiser les choses, on parlait de 1 millisievert qui était la limite réglementaire qui est celle du public. Hein. Ça veut dire, peut-être pour relativiser ça, il faut déjà préciser que la radioactivité naturelle, si on fait rien, si on n'est pas à côté, c'est 2,4 millisieverts par an en France. Donc vous voyez que ces éléments-là permettent de relativiser les choses. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur ces transports, on fait un certain nombre de mesures. À chaque transport, à chaque étape, la dosimétrie est évaluée et mesurée. Il y a des mesures contradictoires qui peuvent être diligentées par l'autorité de sûreté nucléaire, qui peut s'appuyer également même sur des associations type l'ACRO qui font ce genre de mesures. Les mesures concrètes montrent qu'un conducteur de motrice ne reçoit rien, on ne mesure rien. Le public, dès qu'on est éloigné suffisamment, rien non plus. Et donc, les seules choses qu'on puisse mesurer, c'est lorsqu'on est au contact ou lorsqu'on est éventuellement à 2 mètres, et c'est ce qu'a précisé M. Le Bars, et on garantit qu'on ne dépasse jamais les limites qui ont été spécifiées par la réglementation, et ça, toutes les mesures le montrent aussi. Philippe Guiter de Sudrail voulait intervenir là-dessus, et puis après on donnera la parole aussi à Guillaume Blavette. Oui, monsieur Le Bars parle du principe à l'ARA. Moi, je vais vous parler d'hygiène et de sécurité. Et l'hygiène et de sécurité, c'est l'élimination du risque à la source. C'est bien ça le problème de CIGEO, c'est qu'on va effectivement exposer tout un tas de gens par l'augmentation de ces convois, alors qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Si CIGEO n'est pas construit, eh bien, on n'exposera pas les gens inutilement. Ni les agents, ni les usagers. Par contre, pour répondre à M. Romary, effectivement, alors cette année, début juin, a eu lieu une campagne, a démarré une campagne de mesures faite par la SNCF, donc sur tout type de convoi, tout type de déchets, une campagne de mesures que nous avions demandé au Comité national d'hygiène et de sécurité. Et Monsieur Romary a beau dire qu'on ne mesure rien, c'est pas vrai, puisque effectivement, un transport de déchets, de combustible usé émet un rayonnement neutronique, dont on a du mal aujourd'hui à évaluer l'incidence sur la santé des personnes. Rien n'a été fait là-dessus. Donc nous, on demande maintenant que ça soit fait. On parle de rayonnement neutronique, très important, qui avait été mesuré d'ailleurs en 2011 par l'ACRO sur le convoi Laag-Gorleben, qui était un convoi de déchets vitrifiés, qui donc est de la même sorte que ceux qui va aller à CIGEO. Donc, aujourd'hui, ce que vous dites n'est pas vrai, puisque un convoi de combustible usé ou un convoi de déchets vitrifiés n'est pas traité de la même façon sur votre terminal de Valognes qu'un convoi vide. Vous ne pouvez pas nier qu'un conducteur de motrice ne reçoit aucune dose. C'est la réalité de la rayonnement neutronique. C'est la réalité de la mesure. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ça, le rayonnement neutronique a une incidence sur la santé, peut déclencher des cancers. Et voilà. Et ça, personne n'est égal face à ce rayonnement-là. Seulement ce rayonnement-là, personne n'en parle. Alors, on ne va pas vous réconcilier là-dessus. On va continuer le tour de table. Là, tout le monde veut parler. Guillaume Blavette, qui avait demandé la parole depuis un instant. Un petit peu de CIGEO et on aborde de front la problématique nucléaire dans son ensemble et le problème des transports. De toute manière, je me permettrais de dire qu'on ne peut pas confondre une radioactivité qui serait naturelle avec le rayonnement émis par des actinides mineurs, c'est-à-dire des matières qui n'existent pas dans la nature. Il y a un abus de langage, à mon sens, et un physicien un peu honnête pourra concevoir qu'on ne peut pas comparer les effets de matière, en particulier des matières qui sont créées par la main de l'homme. Ensuite, il faut savoir que les rayonnements sur les convois de Castor sont tels que, à l'époque, je me souviens, la police renouvelait les CRS toutes les 8 heures. Je me souviens, dans les associations antinucléaires, on avait une revendication en 2010, c'est que les cheminots soient traités comme des CRS.
CRS. C'est-à-dire que le risque qui est avéré, puisqu'il a été reconnu par le ministère de l'Intérieur, soit appliqué à nos collègues cheminots. Ensuite, il y a un vrai problème. Sans thermomètre, on ne mesure rien. Une des revendications anciennes qui a été portée notamment par l'ACRO que citait M. Guiter, c'est que les salariés de la SNCF soient équipés de dosimètres. C'est un problème éminemment important parce qu'il se trouve que dans l'agglomération où je réside, il arrive que, ce n'est pas toujours le cas, mais il arrive que des emballages de déchets vitrifiés ou de combustible usé s'arrêtent à quai alors que des centaines de personnes attendent leur TER. Moi, je suis très inquiet. Il y a effectivement des études à mener et j'espère que l'IRSN disposera des moyens financiers pour nous éclairer, les associations, les salariés et les usagers. On a le droit de vivre dans un environnement sain. C'est la charte de l'environnement qui nous le dit. Et pour moi, les transports, c'est un danger qu'il faut annuler. Alors, une réponse très rapide de Fabrice Boissier. On a encore beaucoup de questions, donc je vais vous demander d'essayer de serrer le propos. Je crois que M. Guiter avait soulevé 2 points. C'était pourquoi est-ce qu'on fait ces transports, et puis la question du rayonnement neutronique. Je laisserai peut-être la question du rayonnement neutronique. On va peut-être pas y revenir non plus. Il faut quand même rester sur le thème des transports, voilà, si vous permettez. Pourquoi est-ce qu'on transporte ces déchets dans le cadre du projet CIGEO, si CIGEO se fait? C'est pas pour le plaisir, c'est pas inutilement. Si la France décide de faire CIGEO, c'est bien pour répondre à un besoin national identifié, validé par le Parlement, qui a fait l'objet de nombreux éléments de discussion, d'expertise, parce qu'on sait très bien que laisser les déchets aujourd'hui en entreposage est peut-être une solution acceptable à court moyen terme, mais que ça ne peut pas assurer la sûreté sur le long terme. Le stockage géologique profond, il est là pour mettre en sécurité définitive tous ces déchets, et donc il y a bien un intérêt à CIGEO. Alors, si on transporte des déchets, c'est bien avec la justification de les mettre à un endroit où ils seront en sécurité de manière définitive. Tout ça pour dire que le principe de justification qui est fondamental en radioprotection, c'est-à-dire qu'on on ne doit exposer des gens sans justification, il est bien ici puisqu'on a un projet utile au bout. Oui, Jean-Michel Romary, par donc c'est exactement ce que je veux aussi souligner, à savoir que le site de la Hague ne propose qu'une solution temporaire pour l'entreposage de ces déchets-là. C'est en aucun cas une solution long terme. Certes, tout est exploité dans les meilleures conditions pour qu'il n'y ait pas d'impact ni sur l'environnement ni sur les personnes qui y travaillent. La solution qui est retenue pour le stockage, cette fois-ci, définitif, eh bien, le stockage dans CIGEO, et donc ça nécessite un certain nombre de transports puisque la zone vers laquelle on s'oriente n'est pas celle de la Hague. Je voudrais en revenir à des questions d'itinéraire qui préoccupent beaucoup nos internautes. Patricia Tutois nous demande ainsi pourquoi les populations sur le trajet ne sont-elles pas informées des passages des convois ferroviaires de matières et déchets radioactifs? Pourquoi autant de silence, de secrets, de langue de bois? Est-ce qu'on peut leur dire, les trajets sont-ils déclarés, connus? Oui, Philippe Guiter, Sudrail. Oui, ça c'est un problème récurrent qui pose un vrai problème de démocratie et de protection. Mais si, et de protection des populations. Effectivement, on considère que les trajets sont secret défense. Alors, secret défense jusqu'à un certain point, puisqu'à un moment donné, il faut bien que les cheminots sachent par où les trains passent. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, cette espèce de psychose autour des convois nucléaires s'est aggravée avec, effectivement, alors bon, ça on peut en discuter plus longtemps, hein, l'action des associations antinucléaires qui ont fait qu'on s'est retrouvé avec certains convois de déchets hautement radioactifs qui étaient cachés hein, et qui ont fait l'objet de détournements. Donc, il n'y a pas de déclaration, voilà. Il n'y a pas d'obligation de faire connaître. Seuls les préfets sont avisés des transports de matières dangereuses et de leur itinéraire. Les mairies, par exemple, les maires des communes traversées ne le sont pas. Une précision d'Igor Lebars de l'IRSN. Toute prudente parce que c'est pas mon domaine. L'IRSN a un aspect sûreté où je travaille et un aspect sécurité. Donc l'aspect sécurité suit les colis, notamment de déchets irradiés, enfin les colis les plus sensibles sont suivis par l'IRSN. Il y a un service qui est en charge de ça en temps réel. C'est-à-dire que non seulement ils connaissent les trajets, mais ils ont également un suivi par GPS du colis et d'un tas d'informations sur le colis pour l'aspect sécurité. Donc le colis fait l'objet d'un certain nombre de suivis, notamment par les autorités et par l'IRSN.
Alors, ce qui contribue, Jean-Michel Romary, juste un pour petit mot. compléter sur Juste cet un petit mot de aspect, complément. je tiens à préciser que les transports ne sont pas secret défense, ils sont confidentiels. Il faut à la fois gérer l'aspect confidentialité et l'aspect sécurité. Il ne faut pas nier que ce sont des substances, et en l'occurrence les déchets le sont, qui peuvent être à un moment sujets à malveillance. Donc il faut être capable de gérer l'information de manière suffisante pour que, effectivement, les préfets soient au courant. Je tiens aussi à préciser que de temps en temps, selon les cas, on peut être amené à prévenir les comités locaux d'information quelques jours avant les transports. Donc, ce sont en aucun cas des transports qui sont secrets. Alors justement, Marine Bernard de Haute-Marne nous dit « Ne pensez-vous pas qu'il existe des risques lors des transports dus aux opposants de plus en plus tenaces ?» On parlait des associations. Est-ce que ça, c'est un risque qui est mesuré, qui est assumé, qui est contourné par la confidentialité ? Philippe Guiter, vous voulez répondre ? Je ne sais pas si je peux parler au nom des associations antinucléaires. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il est hors de question de faire prendre des risques inconsidérés à ces transports-là. Il est question de les dénoncer, mais il n'est absolument pas question aujourd'hui qu'il y ait un accident quelconque. En tout cas, je ne pense pas aujourd'hui, et j'espère que je ne me trompe pas, qu'il y ait une association qui puisse envisager ce type d'action. Donc, par contre, en termes de dénonciation de ces convois, effectivement, là... Guillaume Lavette. Oui, très rapidement. Je ne sais pas si les militants antinucléaires ont pu mettre en péril les convois d'Areva. En tout cas, il y a un fait qui est reconnu de tous, c'est que des militants ont été victimes de leur action. Hein. Je pense à Sébastien Bria, hein, qui est décédé lors d'une action antinucléaire sur un convoi. Je pense aussi aux militants bas-normands du Ganva, hein, qui s'étaient accrochés au rail, qui ont été désincarcérés dans des conditions que je considère comme choquantes. Hein. Il y a encore un militant qui n'a pas complètement retrouvé l'usage de sa main, puisque le tube en métal dans lequel il avait glissé ses mains a été tronçonné par les forces de l'ordre et ses tendons ont été atteints. Et là, on pose un vrai problème, puisque M. Boissier, vous sembliez dire que c'était d'intérêt public que ces déplacements de matières radioactives aient lieu. Moi, je voudrais prendre un peu de distance. Est-ce qu'il y a un intérêt public pour l'ensemble de la population de ce pays et l'ensemble du territoire à avoir une telle noria, parce que c'est bien ça à quoi nous avons affaire, une telle noria de transport de matières radioactives. Ça arrive à Malvézy. De Malvézy, ça repart au Tricastin. De Tricastin, ça repart à Romans-sur-Isère. De Romans-sur-Isère, ça repart dans les centrales. Des centrales, ce sont des flux quotidiens qui repartent. Il faut bien que les gens prennent la mesure de ça. Avant d'arriver, entre guillemets, chez vous à Cigéo, il y a une infinité de transports et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, tout n'est pas stocké à La Hague. Dans les piscines de désactivation de chaque réacteur nucléaire, il y a des déchets de moyenne activité vie longue qui devront tôt ou tard être dirigés vers chez vous. Donc on est bien dans le même cas de figure que pour Soulaine et Morvilliers. Il faudra vider chacune des 58 piscines de nos réacteurs en activité en France, conditionner ce qu'il y a dedans, des pièces métalliques lourdement contaminées, les acheminer chez vous. Et alors ensuite, qu'est-ce que vous ferez ? Vous les accepterez ? Vous les accepterez pas ? Est-ce que ces matières repartiront ? Moi, en tant que militant environnementaliste, je suis très inquiet et je n'ai pas encore eu de réponse qui me rassure à ce jour. Fabrice Boissier de l'Andra. Alors, je crois qu'il faut clarifier un peu les choses là-dessus. Sur les déchets à prendre dans Cigéo, d'abord, c'est pas vraiment une noria, puisqu'on parle de 50 trains en moyenne par an et un pic à 100 trains par an. Donc on parle d'un train par semaine ou 2 trains par semaine, ce qui est tout à fait dans l'ordre de grandeur des transports qui ont déjà lieu pour le cycle du combustible. Ensuite, vous parliez de tous les transports liés à l'activité nucléaire, mais là nous parlons de la gestion des déchets dont plus de la moitié sont déjà produits. Donc c'est pas une question de choix du nucléaire ou pas. Donc ces déchets-là, il faut bien les gérer. Et alors vous parliez des situations différentes, des déchets qui sont dans les centrales, pas dans les centrales à Lague ou à Marcoule. Je tiens à rappeler que l'Andra a publié un inventaire très précis de tous les déchets qui sont pris en compte pour la conception de Cigéo, qui donne leur situation géographique et ce qui montre, comme je le disais, que la
quasi-totalité des déchets que nous avons à recevoir proviennent des 3 sites dont j'ai parlé. Que ceux qui viennent des centrales, d'abord, c'est une question de gestion de la centrale, de son démantèlement, de son exploitation, de sa maintenance, et ce n'est pas lié directement au stockage. Là, c'est la gestion que doit faire l'exploitant. Ensuite, une partie de ces déchets, effectivement, il y a un site que je n'ai pas cité, qui est le site de Bugey, où il y a un entrepôt en construction qui représentera mais une très faible partie des volumes à destination de Cigéo, et Bugey sera aussi embranché avec un embranchement ferroviaire. Donc on a différents types de déchets, mais là-dessus il y a une transparence totale. Ces quantités, le lieu de ces déchets sont tous affichés très clairement et disponibles sur le site du débat public. Un commentaire qui nous arrive par mail de Sylvie Sauvage. Les trains de déchets qui, lorsqu'ils s'arrêtent pour raisons techniques et stationnent près des habitations, qui passent en pleine gare aux heures de pointe, croyez-vous que ce soit sans risque? Alors multiplier ces transports me semble totalement inconscient. Le principe à l'ARA n'est vraiment pas un bon argument car il laisse la porte ouverte à tous les abus. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de questions sur les trajets, sur la précision. Daniel Van Rixegem de Weckville nous demande, au cas où le transport des déchets se ferait par voie ferrée, quel serait le parcours retenu? Le terminal choisi sera-t-il aménagé pour recevoir ces déchets? Des équipes de secours et de décontamination seront-elles formées? Dans 10, 15, 20 ans à venir, que vaudront vos instruments de mesure actuels au vu de la vitesse du changement dans l'informatique? N'y aura-t-il pas, comme pour les médicaments, des risques de contredire vos résultats actuels? Qui répond, Monsieur Lebar? Répondre sur la question du terminal, Fabrice Boissier, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Deux alternatives une alternative est proposée aujourd'hui dans le cadre du débat public, soit un terminal sur une voie ferrée existante à proximité de Cigéo, à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres, soit le terminal sera dans Cigéo. Si le terminal est à l'extérieur de Cigéo, ce sera une installation industrielle clôturée qui ne fera que ça. Donc on n'est pas du tout sur une gare multifonction. C'est un terminal qui recevra les convois de déchets, qui les préparera, qui les contrôlera avant de les envoyer sur Cigéo et qui aura bien sûr toutes les équipes nécessaires pour exploiter, les équipes de maintenance, les équipes de sécurité, de radioprotection, exactement comme l'aura Cigéo. Donc, quelle que soit la situation géographique de ce terminal, la sécurité et la sûreté seront assurées comme pour Cigéo. Patrice Guiter de Sudrail. Philippe Guiter, Sudrail, pardonnez-moi. Oui, ce problème-là des arrêts non prévus, on va dire, normalement, ces convois-là, effectivement, ont des itinéraires extrêmement précis, suivis, des triages où il est autorisé de les rentrer ou de les sortir. J'en profite pour vous poser une petite question complémentaire. La gestion des transports, nous demande François Justin, qui est un de nos contributeurs de Villebon-sur-Yvette. La gestion des transports a-t-elle été simulée en termes d'horaire? Éviter les heures de pointe, par exemple, éviter les zones fortement peuplées. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous avez eu connaissance? Voilà, et c'est exactement le même problème que pour les déchets nucléaires aujourd'hui. Il est absolument anormal, 1, que les mairies ne soient pas prévenues. 2, effectivement, on connaît la SNCF aujourd'hui avec ses aléas. Il est évidemment tous les jours, il y a des convois qui s'arrêtent dans des endroits non prévus. Je pense notamment à la région parisienne, où on a pu constater qu'il y avait des convois qui, à 7h du matin, en pleine heure de pointe, qui stationnaient, notamment, par exemple, je prends un exemple, Versailles-Chantier, qui est une gare que je connais bien, mais il y a aussi Mantes-la-Jolie, qui est donc la porte d'entrée de ces convois-là à La Hague, vers La Hague. Et donc, effectivement, avec les aléas du transport ferroviaire aujourd'hui, avec le passage obligé en région parisienne, pour nombre de convois, fait que on expose les gens inutilement, et en tout cas plus qu'ils ne devraient être exposés. Et ça, on demande un vrai débat. C'est tout ça, c'est un débat démocratique qui doit avoir lieu, qui n'a pas lieu aujourd'hui. C'est-à-dire que les députés, les maires des communes de ces convois-là qui sont traversés doivent prendre en charge ce débat-là et doivent l'amener vers leur population. Il est anormal qu'il n'y ait pas ce débat-là aujourd'hui, avant qu'on rajoute encore des convois nucléaires. Guillaume Lavette. Oui, les questions qui viennent d'être posées sont importantes. Là, en Haute-Normandie, nous venons de vivre un exercice de simulation, de mise en sauvegarde dans les établissements scolaires. Bon, je ne dévoilerai pas les résultats de cet exercice, mais on a un problème très concret. C'est qu'il y a un manque d'articulation complet entre les plans communaux de sûreté et les PPMS, plan particulier de mise en sauvegarde dans les établissements scolaires.
c'est particulièrement inquiétant par rapport au transport de matières radioactives. Je cite une commune, Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans un rayon de 200 mètres autour des voies de chemin de fer, de mémoire, il y a 5 établissements scolaires, dont des écoles maternelles. Qu'est-ce qui se passe si il y a un accident direct sur un convoi à cet endroit précis, et par ailleurs, on est face à des problèmes de concentration de flux de matières dangereuses avec du chimique, avec du pétrolier au même endroit. Voilà, il y a des problèmes évidents qui se posent, auxquels on peut rajouter les problèmes de maintenance de la voirie. Malheureusement, on sait tous ce qui s'est passé cet été. Et on a des inquiétudes majeures par rapport à ces transports. Dans un pays comme les Pays-Bas, je finirai là-dessus, je crois qu'il est interdit pour les convois de matières radioactives de passer à proximité des zones les plus peuplées. Une première réponse de Igor Lebars de l'IRSN, et puis Jean-Michel Romary Poireva voudra dire un mot là-dessus. Je vais juste Igor faire un Lebars. point sur... on parlait tout à l'heure des équipes de secours, de la crise. Il y a une organisation de crise en France sur les transports de matières radioactives. Donc il y a des plans nationaux, des plans Orsec TMR, qui sont chargés TMR, ça veut dire transport matières radioactives, donc qui concernent la route, qui concernent le rail. Et vous avez au niveau de la sécurité civile des gens de la CMIR qui sont là, formés, qui sont des sapeurs-pompiers, qui sont en général au niveau des pompiers, qui sont formés, qui ont du matériel de radioprotection pour intervenir sur ce type d'accident. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a un suivi particulier des plus à risque, ou dans le terme source c'est le plus important, et qui permet d'avoir des alertes rapides. Et il y a des organisations de crise qui sont similaires à celles des installations nucléaires, où vous allez trouver assez rapidement la préfecture, l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, le requérant. Donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où il y a un problème sur un transport, il y a réellement une organisation prévue, il y a des choses prévues.